parce qu'on arrive à une heure tardive. Je vais essayer de ne pas vous assommer. De toute manière, vous allez voir, j'ai pas tellement de données à vous présenter, puisqu'il n'y a pas grand-chose en termes histologiques. Alors, on en a un peu parlé précédemment. Déjà, on met le CHC, dans la plupart des essais, c'est un groupe. Or, le CHC, c'est bien plus compliqué que ça. C'est une entité qui est très hétérogène. C'est une entité qui est très hétérogène sur le plan morphologique, je vais vous le montrer. Sur le plan moléculaire, et c'est très associé, la morphologie et le moléculaire. Et puis, on a une hétérogénéité du micro-environnement qui va être très important, et ça c'est également lié à l'hétérogénéité morphologique. On sait que le CHC c'est une tumeur très vascularisée, mais on va avoir des CHC qui vont être plus ou moins riches en cellules inflammatoires, des CHC qui vont être plus ou moins riches en fibroblastes, et donc on a tort de mettre le CHC de tous les CHC dans le même panier, parce que finalement ils sont très différents entre eux. Moi, à chaque fois que je regarde des lames, j'ai jamais l'impression de regarder la même tumeur, alors que c'est le même sous-type, c'est le même type histologique. Alors, qu'en est-il des connaissances sur le CHC et la radioembolisation, sur qu'est-ce que ça donne au niveau du micro-environnement? Eh ben, on sait que on a des connaissances un peu sur ce qui se passe après. Mohamed en a un peu parlé. Donc en gros, on sait que va y avoir un peu plus de fibroblastes, que ça va faire un environnement immunitaire activé, donc on va avoir pas mal de lymphocytes T qui vont arriver, des lymphocytes T CD8+, granzyme+, donc des lymphocytes T activés. Et puis par ailleurs, ce qui est intéressant également, c'est que il va y avoir une augmentation des checkpoints immunitaires, donc on va avoir une augmentation du PD1 et une augmentation du PDL1. Donc ça c'est intéressant, surtout par rapport à ce dont a parlé Mohamed, c'est le fait de faire des traitements combinés. Là on comprend bien l'intérêt, donc de mettre de l'immunothérapie en plus, on peut avoir un effet supplémentaire. Donc un exemple, là vous voyez on a une biopsie pré-traitement, donc on a un CHC qui est conventionnel, bien différencié, on a des petits nids inflammatoires qui sont là, mais globalement pas très inflammatoire et pas beaucoup de fibrose. On fait une radioembolisation, on obtient une très bonne réponse. Finalement, il est décidé de faire une lobectomie gauche à ce patient, du fait de cette très bonne réponse. Et en fait, il persiste que très peu de zones tumorales, notamment ici, qui est en fait une invasion vasculaire macroscopique dans une veine porte. Et en fait, quand on grossit, et c'est intéressant, et quand on compare avec la biopsie pré-thérapeutique, c'est qu'on voit que, alors désolé c'est un peu foncé, mais tout ce qui est très bleu là, en fait c'est des cellules immunitaires qui sont arrivées au sein de la lésion. Ici vous voyez les billes de radioembolisation qui sont ici, et donc on a un infiltrat inflammatoire qui est apparu après le traitement. Et si on regarde le PDL1, c'est assez intéressant dans ce cas-là. Vous voyez que le PDL1 dans la biopsie préopératoire, c'est ce qui est marron, hein, le marquage, eh bien on a un peu de PDL1, ce qui est quand même vraiment pas tous les CHC qui ont un peu de PDL1, la plupart, je le disais tout à l'heure, ils n'ont pas de PDL1. Et puis vous voyez qu'après traitement, eh bien, y a une apparition d'expression à la fois dans les cellules tumorales et dans les cellules immunitaires. Donc, ça, c'est quand même des connaissances qu'on a, c'est que ça change l'environnement immunitaire donc après traitement. Qu'est-ce qui se passe avant? Finalement, il y a très peu de données là-dessus. Est-ce qu'avant, on peut prédire la réponse immunitaire, par exemple? Là, c'est un des seuls papiers que j'ai trouvé sur cette thématique, c'est que finalement, quand on prend des cellules mononucléées circulantes dans le sang et qu'on fait de la cytométrie, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on confirme les données, c'est que chez les répondeurs, eh bien, après traitement, il y a effectivement une augmentation des lymphocytes T CD8 qui expriment le PD1 ou TIM3. Mais quand on regarde avant, eh bien, ces patients répondeurs, ils ont quand même une proportion un peu plus élevée que les patients non répondeurs de base. Donc, il semble qu'il y a un profil quand même un peu particulier chez les patients répondeurs. Alors, autre étude assez intéressante,
sur le profil immunitaire avant et après. Et donc, ça, c'est une trentaine de patients. Donc là, c'est issu d'un essai thérapeutique où il y a eu une combinaison TAR plus atezolizumab. Et en fait, eh bien la même chose, on se rend compte que il y a effectivement chez les répondeurs plus de lymphocytes T après, mais avant finalement, eh bien effectivement il y a plus de lymphocytes T dans les répondeurs, mais finalement il y a aussi tout un groupe de patients non répondeurs qui ont beaucoup de lymphocytes T avant traitement et qui ne répondent pas pour autant. Et en fait, dans ce papier, il montre que la différence est peut-être liée aux macrophages. Donc souvent, on s'arrête un peu aux lymphocytes T. Finalement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis, dans ce papier, ils sont intéressés à la fois au transcriptome donc, des différentes cellules immunitaires, mais aussi un peu à la génomique. Ils ont fait un peu de d'IHC multiplex. Et donc, ils ont montré que quand la tumeur elle avait une haute charge mutationnelle, eh bien, en pré-traitement, eh bien, on était plus, cette tumeur allait plus répondre à la radioembolisation. Et de la même manière, ils ont montré également en immunomultiplex que quand il y avait plus de macrophages, eh bien, il y avait plus de réponses. Donc ça, globalement, c'est à peu près les seuls papiers que j'ai trouvés en pré-thérapeutique. Parce que vraiment, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc là, je me suis penchée sur PubMed et j'ai essayé de trouver des papiers. Et bien, en fait, sur la réponse histologique, donc des critères très simples qu'on utilise en routine, et ben c'est le néant. Il n'y a rien. Alors, on en a parlé. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour essayer de trouver des biomarqueurs de réponse, il faut qu'on ait des biopsies. Et vous le savez, pendant longtemps, on ne biopsiait pas puisqu'on pouvait uniquement se focaliser sur la radio dans le contexte de la cirrhose. Et là, c'est pourquoi on revient sur ce paradigme, hein, puisque on sait que si on veut progresser dans les connaissances, il faut qu'on ait des biopsies. C'est pas seulement pour le diagnostic, c'est surtout pour essayer d'améliorer nos connaissances dans la prédiction de la réponse au traitement, du pronostic. Et donc, il nous faut ce matériel-là. Alors, dans le cadre du RHU Operandi, en fait, on va essayer d'améliorer nos connaissances. Donc, il y a tout d'abord une cohorte rétrospective. Et donc, on a pris des patients qui ont été traités par radioembolisation, donc avec des données de suivi radiologique disponibles. Et donc, on a dans notre cohorte 108 patients où on a des biopsies pré-thérapeutiques disponibles. Il y en a pas mal qui sont issus de la cohorte CIRT-FR, plus de la moitié. Donc actuellement, malheureusement, je ne pourrais pas vous présenter les résultats de ça puisque les relectures radiologiques sont en cours. Mais qu'est-ce qu'on a fait nous, du côté Anapat ? On a fait une relecture histologique, je vais vous montrer les critères qu'on a utilisés. Et puis, une étude moléculaire, donc comprenant séquençage ADN. Donc, vous voyez qu'on a réussi à le faire pour pas mal de cas. Et transcriptome pour encore plus de cas. Alors, vous me direz pourquoi vous n'avez pas fait d'immunohistochimie multiplex, etc. Bon, ça pourrait être intéressant, mais on est dans les biopsies, donc pas beaucoup de matériel, donc il a fallu un peu se focaliser sur certaines choses. Donc, on est resté sur nos critères histologiques très simples et on a favorisé les études moléculaires. Alors, quand on prend nos facteurs histologiques qui sont évaluables en routine, de la même manière que ce que vous avez fait en radio, on peut prendre des facteurs très simples, donc la différenciation. Bon, je ne sais pas si on va réussir à trouver quelque chose d'intéressant. Là où ça me semble plus intéressant, c'est les sous-types histologiques, je vais vous montrer. Comme je vous l'ai dit, SCHE, c'est très hétérogène, ils ont un aspect très différent. Et donc, il y a des sous-types qui sont décrits, et avec des micro-environnements complètement différents. Et puis, il y a un critère qui est relativement récent, qui est Vessels Encapsulating Tumor Clusters. Donc, c'est des clusters de cellules tumorales entourées de cellules endothéliales. Je vous montrerai ça tout à l'heure, où je pense que c'est assez intéressant à évaluer.
Et puis, ce que je vous ai mis en grisé, c'est finalement les critères histopronostiques qu'on utilise très très fréquemment sur pièce opératoire. Malheureusement, ces critères, ils ne sont pas évaluables sur nos biopsies. Alors, les nodules satellites, normalement, les radiologues arrivent quand même à nous les, nous les détecter. L'invasion vasculaire macroscopique aussi. Par contre, l'invasion vasculaire microscopique, là, on ne peut pas, on est un peu limité. Alors, les sous-types histologiques, alors désolé, ça fait un gros tableau. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a 8 sous-types actuellement décrits par l'OMS. Des sous-types qui sont morphologiques, qui sont plus ou moins fréquents. Donc parmi les plus fréquents, on va avoir le stéato-hépatitique, j'en reparlerai après, le macrotraviculaire massif. Et puis, ces sous-types, ils sont intéressants parce que certains sont très associés au pronostic. Ils sont associés aussi à des altérations moléculaires qui sont différentes. Donc il y a un vrai intérêt à essayer de voir si ces sous-types ont un impact sur la réponse au traitement. Donc j'ai fait un petit focus sur 2 des plus fréquents, qui sont le macrotraviculaire massif et le stéato-hépatitique. Donc le macrotraviculaire massif, la définition, c'est une architecture macrotraviculaire, donc plus de 7 assises cellulaires dans une travée, donc ça fait des macrotravées. Là vous voyez, ça fait des énormes travées. Sur plus de 50% de la surface. Alors vous allez me dire comment on fait en biopsie. C'est là que le bas blesse, c'est que tout ça est évalué sur des pièces opératoires. Et en biopsie, on peut voir si sur la biopsie, il y a une majorité de cette architecture-là, mais on ne peut pas dire si toute la tumeur est comme ça. Alors ce sous-type, il est très associé aux mutations TP53. Donc ces mutations, on peut les détecter grâce à une étude génomique, ou on peut faire l'immunohistochimie et voir soit une perte de la protéine ou au contraire une activation importante. Alors, en termes de pronostic, c'est très intéressant ce sous-type puisque il a été montré qu'il était très associé au pronostic, donc à la survie globale et à la récidive. Encore une fois, tout ça, c'est fait sur pièce opératoire. On a très peu de données dans le cadre de la biopsie. On sait que les patients qui ne sont pas réséqués, ils sont quand même différents des patients qui vont être réséqués. Et donc, il manque des données sur ça. Et juste, je voulais faire aussi un petit focus, c'est par rapport à la vascularisation de ce sous-type, vous voyez que c'est un sous-type qui est très richement vascularisé, mais par contre, vous voyez que les vaisseaux, parfois, sont très éloignés des cellules tumorales, par exemple, qui sont au centre des travées. Et ça, peut-être, ça peut suggérer une réponse différente au traitement. Ensuite, autre sous-type dont je voulais vous parler, qui est le sous-type le plus fréquent, donc qui se développe dans un contexte souvent de syndrome métabolique ou de consommation excessive d'alcool, c'est le sous-type stéato-hépatitique. Donc le sous-type stéato-hépatitique, finalement, on a les lésions stéato-hépatites, mais dans le foie tumoral. Donc on va avoir de la stéatose, des ballonnisations hépatocytaires, des chorions de Mallory, de la fibrose, de l'inflammation. Et vous voyez que il n'a rien à voir avec celui que je vous ai montré précédemment. Pas du tout le même aspect. Et il y a surtout pas mal de fibrose, des cellules immunitaires, pas mal de lymphocytes, mais qui sont plutôt des lymphocytes qui ne sont pas activés, c'est plutôt des CD4. Donc, ça change sûrement les choses pour la réponse au traitement. Sur le plan du pronostic, par contre, ce sous-type, il n'est pas associé à un pronostic différent. Et là, encore une fois, on est dans le cadre de la résection hépatique, donc il faut attendre aussi de voir les données dans le cadre de la biopsie. Et enfin, je voulais vous parler donc de ce critère, les VTEC, donc qui est assez récemment utilisé. Donc vous voyez qu'en fait, le principe, c'est donc, vous avez des amas de cellules tumorales, et puis vous avez des cellules endothéliales qui entourent ces amas de cellules tumorales. Et ça, normalement, la définition, c'est une évaluation sur le CD34, donc il y a une immunohistochimie. Et encore une fois, il faut que ça fasse plus de 55% de la surface tumorale. Donc encore une fois, c'est un critère qui a été évalué initialement sur biopsie, sur pièce opératoire. Pardon. Donc là encore, la difficulté sur biopsie, c'est qu'en est-il du reste de la tumeur. Ce qui est intéressant avec ce critère, c'est que déjà, c'est associé à
moins d'infiltrats inflammatoires, associé aux sous-types, alors là, je vous en ai pas trop parlé, mais il y a des sous-types moléculaires, des grands sous-types moléculaires, notamment les tumeurs qui sont bêta-caténines mutées, donc très associés au sous-type bêta-caténine mutée. Et puis, il y a une association forte avec la survie et la récidive. Donc, quand même un critère plutôt intéressant. Donc du coup, tous ces critères, on les a évalués sur les patients de la cohorte rétrospective opérandi. On fera aussi sur la cohorte prospective. Et puis on espère évidemment mettre en évidence des différences sur ces critères qu'on évalue communément sur nos biopsies. Et pour illustrer un peu, puisque je n'ai pas de résultats à vous montrer dans le contexte du RHU opérandi, un travail qu'on a fait avec Alexandre Sayadi, donc c'est sa thèse de médecine, c'est dans le contexte du traitement par atezo-beva, on a fait la même chose en fait, hein. On a évalué des critères, des critères histologiques communément utilisés, notamment les sous-types, et en fait, donc sur des biopsies préopératoires, une centaine de patients, eh bien on voit qu'en fonction des différents sous-types, ben vous voyez que la réponse à 3 mois est complètement différente en fonction des sous-types, et notamment, je vous ai fait un petit focus sur le macrotrabéculaire massif et le sous-type stéato-hépatique, moins bonne réponse à la atezo-beva. Et pareil, par contre, dans le sens contraire, les VTEC sont plutôt associés à une bonne réponse, probablement que c'est dû à la proximité des cellules endothéliales avec les cellules tumorales, elles sont vraiment très proches, alors que par exemple dans le macrotrabéculaire, je vous ai montré, les travées sont très très grandes, et les vaisseaux peuvent être très éloignés des cellules tumorales au centre, par exemple. Donc voilà, pour illustrer, qu'est-ce qu'on peut faire en histologie. Donc, en conclusion, aujourd'hui, il nous faut des prélèvements pré-thérapeutiques pour essayer d'identifier des biomarqueurs. Et donc, les biopsies, là, on a de la chance à Beaujon, maintenant, on biopsie tous les CHC, donc on va quand même pouvoir accumuler d'assez nombreux cas et pouvoir faire construire des cohortes pour répondre à ces questions. Vous l'avez vu aussi, la plupart des critères, c'est évalué dans le contexte des pièces opératoires, donc des patients réséqués, qui sont quand même des patients particuliers, qui ne sont pas les mêmes patients que les patients qui ne sont pas réséqués. Donc il faut qu'on améliore nos connaissances aussi dans le contexte de la biopsie. Et puis, dans le contexte de la radioembolisation, vous l'avez vu, j'ai eu peu de choses à vous montrer, puisqu'il y a très peu d'études sur le sujet. On a vu que l'environnement immunitaire, ça semble jouer un rôle important. Et donc, dans le RHU opérandi, on va essayer d'améliorer toutes ces connaissances. Je vous remercie pour votre attention.